Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous chers frères. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je fais une présentation sur la tenue le 6 mai à Bamako, au Mali, du Conseil supérieur de l'agriculture. Voilà. Donc nous autres, quand on a grandi, on entendait toujours parler du Conseil supérieur de la magistrature, qui est quand il se tient, c'est l'occasion pour le président de prendre des grandes décisions sur les carrières des magistrats, les orientations de la magistrature, etc. Mais il n'y a pas de Conseil supérieur de l'agriculture chez nous. En revanche, au Mali, à Bamako, au Mali, il y a ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'agriculture. Qu'est-ce que c'est que le Conseil supérieur de l'agriculture? C'est un conseil au cours duquel le gouvernement fait le point sur la production agricole, mais également sur ce qu'il envisage de faire pour développer l'agriculture. Donc, en la matière, nous avons voulu faire un décryptage. Pas de polémique, hein, mais vraiment un décryptage, mais aussi en essayant d'apporter des idées neuves et fraîches qu'on peut exploiter. Parce que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, on ne fait pas les vidéos. Les vidéos, c'est le partage. C'est-à-dire que, comme on dit, YouTube, Facebook, tout ça, c'est là où on partage. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont transformé ça en lieu où on s'invective et on s'attaque. Mais c'est un lieu où on partage le savoir, on partage ce que l'on sait. Moi, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que j'ai appris par exemple en regardant les réseaux sociaux. Vous étudiez la finance ici bien, mais vous allez tomber sur des vidéos faites par un Chinois en anglais, où le Chinois leur explique la finance traditionnelle chinoise. Et quand vous allez là, vous voyez qu'il a par exemple fait 120 vidéos. Vraiment, je vous rassure que je ne dors pas bien jusqu'à ce que j'ai regardé tous les 120. Et vous comprenez encore davantage de choses qui, au cours d'une réunion, quand vous en parlez, ça laisse les gens ont les yeux grandement ouverts. Donc, c'est un endroit où on partage. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour partager. Donc, à Koulouba, donc comme j'ai dit, je souhaite que nos frères maliens et burkinabés nous expliquent pourquoi le palais porte le même nom. À Koulouba, c'est au Mali que c'est Koulouba, au Burkina Faso, c'est Koulouba. Donc, c'est tenu la 15e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Voilà, et avec pour thème cap sur la souveraineté alimentaire et l'essor du monde rural. Voilà un objectif qui est clair. Cap sur 1, la souveraineté alimentaire, 2, l'essor du monde rural. Ceux qui me connaissent bien savent que en 2018, j'ai travaillé à la confection d'un programme d'un candidat. D'ailleurs, ce qui nous a séparés, c'est ça, parce que dans la tête, il est très élitiste. Ça veut dire que il est comme tous les Camerounais de la génération, ce qu'on appelle chez nous l'ordre de 82. Ça veut dire que pour eux, le Cameroun, ça tient à Douala et à Yaoundé, en ville, parmi les petits cercles de fonctionnaires, d'intellectuels, de tout ce que vous voulez. Alors que nous autres, quand on est venu ici, on a vu l'Amérique. La vitalité de l'Amérique, ce n'est pas à New York, à Los Angeles, ni à Chicago même. La vitalité de l'Amérique, c'est dans le monde rural. Dans ce monde rural, on produit le soja, on produit le maïs, on produit le coton, on produit les arachides, on produit les pastèques, les maraîchers, j'ai souvent partagé les vidéos sur ma page, les maraîchers californiens qui produisent les oignons, l'arboriculture. La Californie est la 4e économie au monde. Parce que quand vous allez là-bas, il y a énormément d'agriculture. Tout ce qu'on mange ici, ça sort de la Californie. Dans le Midwest, on fait beaucoup de céréales. Mais la Californie, ils font beaucoup d'arboriculture, de production maraîchère, dont ils transforment pour faire le vin, les biens, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, à partir du moment où le colonel Assimi Goïta, ça convoque la 15e session du Conseil supérieur de l'agriculture et dit, nous allons mettre le cap sur la souveraineté alimentaire. Ça y va de soi. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'arrivez pas à produire ce dont il faut pour vous nourrir. Ça veut dire que si l'autre en face met un petit embargo, vous commencez à vous mettre à genoux pour dire pardon, avec, comme on dit au Cameroun. Donc vous devez produire la totalité de ce que vous avez. Et le Mali, c'est spécial parce que le Mali a un territoire qui est tellement vaste. Donc, s'il se met à développer la production agricole sur tous les mètres carrés de son territoire, il devient totalement imbattable dans ce monde-là. C'est important. Donc, le président a parlé de la souveraineté alimentaire et l'essor du monde rural. Ça veut dire quoi?
Le monde rural, c'est là où il y a le plus de potentiel dans les pays africains. Au plus de potentiel. Moi, chaque fois que je me suis baladé dans les villages au Cameroun ou dans les autres pays de l'Afrique centrale, je peux vous dire que chaque 30 minutes, quand je regarde comme ça, je peux dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que vous voyez le potentiel. Vous voyez les gens qui élèvent des chenilles, les gens qui élèvent des escargots, les gens qui élèvent des abeilles pour faire le miel, l'apiculture, etc., etc., etc. Et vous vous dites, si ces gens-là, on leur donne les équipements pour produire, pour qu'ils ne produisent de manière artisanale, parce que c'est comme quand vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré a remis le matériel. J'ai suivi l'interview d'un père burkinabé, il dit, moi, il me fallait 1 mois pour labourer un hectare. Aujourd'hui, en 5 heures, l'hectare, en 5 heures, l'hectare, non, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, qu'il lui fallait 1 mois pour labourer un hectare. Et qu'aujourd'hui, en 1 heure, on laboure 5 hectares. Ça, tenez bien. En 1 heure, on laboure 5 hectares. Supposons que le labour, pour lui, dure 5 jours. Et que chaque jour, on laboure 12 heures. Ça fait 60 heures de labour. 60 heures de labour, et si on multiplie par 5, vous voyez bien que ça fait 120 hectares de labouré. 120 hectares de labouré. C'est ça? 60 multiplié, non, par 5, ça fait 300 hectares de labouré, autant pour moi. 300 hectares de labouré. Par 5 jours. Imaginez donc qu'il fallait utiliser la houe. Il fait 1 mois, 1 hectare. Ben, il lui faudrait 300 mois. Ça veut dire qu'il lui faudrait combien d'années? Faites vous-même les calculs. Il faudrait toute une vie pour labourer cet hectare-là. Donc, c'est engranger les gains de productivité. Ça veut dire que quand le général Assimi Goïta et son ministre de l'Agriculture disent la souveraineté alimentaire et l'essor du monde rural, pour moi, ici, le monde rural, je mets les engrais gratuits, les semences gratuites, le matériel agricole pour engranger les gains de productivité, réduire la pénibilité. Moi, j'ai grandi en France. Je voyais le Pépé Roland. Il avait 77 ans. Il conduisait encore le tracteur pour labourer les champs et planter et s'aimer les pommes de terre, s'aimer les haricots verts, etc., etc. Il avait encore, puisqu'il avait vendu ses terres à Auchan, il avait presque 100 hectares. Auchan lui avait acheté presque 40, avait acheté en location avec un bail de 99 ans. Avait acheté à peu près la moitié, 60 hectares. Il lui manquait encore 40 pour faire l'agriculture. Et nous, on allait là-bas l'été. Il y avait la rivière, on avait des motopompes, on sortait de l'eau, on faisait les pommes de terre, on faisait les haricots, les tomates, etc. Les betteraves, tout ça. Quand vous avez l'outil de travail, vous engrangez la productivité. Vous réduisez la pénibilité et vous faites que vos agriculteurs travaillent le plus longtemps possible. Ça veut dire qu'ils peuvent être agriculteurs de 15 ans jusqu'à 85 ans. Calculez vous-même. 15 à 85 ans, ça fait 70 ans de travail. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça pérennise la production dans un pays. Ça stabilise l'économie d'un pays. Voilà. L'essor du monde rural. Et après, il faut leur donner le moyen de transformer, d'emballer, de faire le packaging. Je suis Camerounais, je suis de Bouddha. Chez nous, vous avez un grand marché qu'on appelle un Kwombo. Parce que c'est une grande zone où il y a la production maraîchère. Les gens arrivent avec les carottes. C'est versé à terre comme ça. Non, Dieu du ciel. Si on leur avait donné les moyens d'avoir un petit bassin où ils pompent de l'eau, ils lavent, ils emballent dans des sachets plastiques avec leur gamme. Et par exemple, en disant ça c'est des produits organiques, ça c'est des produits, etc. Ils exposaient en route avec une métrique, comme on dit. Les gens venaient dire ça coûte combien le paquet là, ou le paquet, on sait déjà que c'est 100 francs. Donc, quand on tend 1000 francs, ils donnent directement 10 paquets. Idem pour les haricots, idem pour les lettuces qu'on appelle la salade, idem pour les oignons, etc., etc., etc. Là, il faut donner les moyens au monde rural de travailler, de faire du packaging, d'avoir du supply chain, de transformer, d'avoir du stockage. Du stockage, parce qu'une fois que les gens ont produit, l'un des gros problèmes que nous avons, c'est qu'on perd énormément parce que on n'a pas les lieux, on n'a pas les stockages dans les températures, etc. Ça peut être les céréales, par exemple, là je vais arriver tout à l'heure. Assimi Goïta a dit on a produit 11 millions de tonnes de céréales. Combien de silos a le Mali? Le silo, ça coûte plus cher aujourd'hui. Les Chinois font les silos 4 fois moins cher que ce qu'on faisait en Amérique dans le temps. Donc ça c'est ça. Donc on dit donc que sous la présidence de Assimi Goïta s'est tenue la 15e session du Conseil de la magistrature, voilà.
Ça a rassemblé autour du président de la République, le premier ministre, donc Abdoulaye Maïga, plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de l'élevage, le ministre en charge de la pêche et de la sécurité alimentaire, ainsi que les représentations des principales organisations agricoles du Mali. Voilà ce qu'on veut voir. Ça veut dire que, on en revient à ce que disait le président de Botswana tout à l'heure, que lui pense que le mode de processus de prise de décision qu'ils ont dans leur pays, ça les affecte. Parce que ici, là, quand vous réunissez le Conseil supérieur de l'agriculture, vous prenez des décisions, ça sort rapidement, ça va au Conseil national de transition, les gens sont focus sur le bien-être du pays, et ça ressort immédiatement, ça va dehors. Alors que dans un pays comme le Cameroun, quand ça va d'abord là, il n'y a pas de conseil de la magistrature. Donc, le ministre de l'Agriculture doit se débrouiller, bricoler un papier dans le coin, envoyer à la présidence. Envoyer à la présidence, le secrétaire général de la présidence, s'il ne l'aime pas, parce qu'il n'est pas gentil avec lui, il ne vient pas le voir souvent, il est capable de prendre le dossier, la mettre dans le tiroir. Et le ministre de l'Agriculture n'a pas assez à Paul Biya, puisqu'il n'y a pas de conseil des ministres. À partir du moment où Paul Biya ne fait pas de conseil des ministres, ben, le ministre de l'Agriculture n'a pas accès au président. Parfois, le président est dans son village. Vous avez vu des gens dire, oh, il était dans 6 mois dans son village. Donc, votre dossier, ça reste là au tiroir. Ça reste là au tiroir. Si peut-être 3 ans après, vous avez la chance de voir le président, un projet qui a été conçu 3 ans après, peut-être les coûts de facture ont augmenté, ce n'est plus le même prix. Quand on revoit maintenant, on dit qu'il faut aller revoir. Ça peut revenir encore, le président n'est pas disponible, le secrétaire général remet ça dans le tiroir. Pendant 10 ans, rien ne se passe. Alors que ici, là, vous voyez bien que le président réunit les principaux, c'est-à-dire que les ministres engagés dans ces dossiers-là, le premier ministre qui est le chef du gouvernement, et toutes les organisations, les représentants des organisations de producteurs. Voilà. Ça veut dire que s'il y a des choses à dire, ce n'est pas on dit aller interviewer les gens et venir me dire non. Les gens disent ça là, on tranche, on réunit toute la journée, on décide, on débat, on tranche, on sort un document commun que tout le monde approuve et ça sort, ça va à l'Assemblée qu'ils appellent Conseil national de transition et on décide et on met l'argent en jeu et les projets s'exécutent. Voilà. À l'ordre du jour figurait le bilan de la campagne, l'état d'exécution des recommandations de la précédente session qui s'est tenue pour 2025-2027 et les préoccupations majeures du monde rural. Voilà. Donc, Assimi Goïta a souligné la résilience de l'agriculture de son pays. Près de 80% de la population active évolue dans le secteur de l'agriculture. 80% de la population active évolue dans le secteur de l'agriculture. Ça veut dire quoi, général Assimi Goïta? Que l'agriculture doit être la priorité pour pouvoir relancer l'économie. Il faut miser sur l'agriculture. En permettant aux agriculteurs, comme ce qu'on voit au Burkina Faso, ce n'est pas une comparaison, c'est simplement une allusion, d'engranger les gains de productivité et de subventionner les engrais, les intrants, les semences et de leur donner les moyens de mécaniser la production agricole. C'est un effort que l'État doit faire parce qu'il y a inévitablement un retour sur investissement. Ça, c'est important, Monsieur le Président. Et qui contribue à 40% pour le produit intérieur brut. Voilà. Malgré les inondations, le pays a produit 11 millions de tonnes de céréales. C'est immense. 11 millions de tonnes de céréales, ça veut dire le soja, le riz, le haricot, le sorgho, etc., etc. 11 millions de tonnes de céréales. 640 000 tonnes de coton grain. C'est important. 640 000 tonnes de coton grain. Près de 97 000 tonnes de viande contrôlée et plus de 113 000 tonnes de poissons. Voilà. C'est déjà un bon départ pour le Mali. Hein? Évidemment, le poisson, il faut augmenter. Évidemment, la viande, il faut augmenter, etc., etc. Il faut augmenter. Donc, le président a réaffirmé l'engagement du gouvernement, c'est ce que je disais, à accompagner les producteurs par la subvention des intrants agricoles, la mécanisation, le soutien à la pisciculture et à l'élevage et aux exploitations familiales, notamment en facilitant l'accès au crédit et au foncier et aux technologies agricoles. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète que la résolution qui a été prise, donc après maintenant les ministres travaillent avec l'Assemblée nationale pour traduire ça dans des textes et des budgets à voter, etc., des crédits, que l'objectif urgent, c'est la subvention aux intrants agricoles.
C'est ce que moi j'aime chez les militaires de l'AES. Parce qu'ils ont cassé les codes. Moi, je fais partie d'une génération que quand on grandissait, on voyait les grands-parents. C'était eux les plus riches, ceux qui étaient au village. Et on les a vus s'appauvrir. On a entendu dans les radios les Roger Beta là, les Gervin Barga, tous ces pouillons là, les Alain Belibi, tous ces pouillons. On n'entend plus parler d'eux. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être que comme on avait leur mentor, Gervin Mendoza n'est plus de ce monde. Ils ont dû se réfugier au quartier ou partir à l'euro. Mais en tout cas, ils sont en divagation dans la nature. Qui vous disait que il ne faut pas subventionner l'agriculture, etc., etc. Et ça a été repris dans beaucoup de pays. Il se basait sur soi-disant, je dis bien, les travaux de Jeffrey Sachs, qui était le principal économiste dont les travaux avaient dominé le consensus de Washington. Mais enfin, est-ce que c'est Jeffrey Sachs qui doit venir dire aux Africains sur quel modèle ils doivent se déployer pour se nourrir? Mais moi, je pense que c'est une puissance européenne qui était derrière cette histoire-là. Et que les militaires de l'AES ont fait tomber ça et sont revenus aux fondamentaux qu'on voit dans tous les pays industrialisés, la subvention des intrants agricoles. L'engrais, les semences dans nos pays doivent être donnés aux agriculteurs au moins pour une vingtaine d'années. La subvention aux agriculteurs. Voilà, vous ne venez pas dire aux gens bref, je m'arrête, je préfère passer là. La subvention des intrants agricoles. La mécanisation. Lorsque vous mécanisez, vous réduisez la pénibilité. Vous augmentez, vous engrangez les gains de productivité. Donc, vous augmentez sensiblement. Quand quelqu'un vous dit que en une heure, on laboure 5 hectares, ça veut dire que si son champ était de 60 hectares, calculez vous-même. En une journée, on peut labourer son champ. Et quand on a labouré son champ, s'il a l'irrigation à côté, il commence à arroser les terres, il plante le maïs. En 3 mois, c'est fini. Il récolte le plus rapidement possible. Il laisse respirer la terre 1 mois et il met les haricots au sol. Voilà, les haricots, les choux et tout ce que vous voulez au sol. Ça pousse. Quand il a fini, l'autre truc, il fait la tomate. Donc il cultive 3 fois par an. Il fait 3 campagnes par an au lieu de 2. Mais même déjà à 2 campagnes, si on fait une campagne, les céréales, une campagne, les produits maraîchers, c'est bon. Si on fait les oignons, le lard, le poivron, etc., le plantain, etc., etc., plusieurs spéculations. Voilà. À partir du moment où on a mécanisé, il a dit lui-même, le soutien à la pisciculture, oui, parce que nous devons consommer moins de viande rouge pour la santé, plus de viande blanche et plus de poissons. Voilà les fruits de mer. Et le poisson, nous devons l'élever. Pourquoi allons-nous importer le poisson qui est élevé en Chine, comme si nous-mêmes ne pouvons pas importer alors que nos enfants, notre jeunesse est sur la moto? C'est de ça qu'il s'agit. L'élevage et aux exploitations familiales, à la pisciculture, à l'élevage, aux exploitations familiales, notamment en facilitant l'accès au crédit, aux fonciers et aux technologies agricoles. À ce titre, donc, il a annoncé le prix pour les campagnes, dont le coton grain est fixé à 300 francs CFA pour le premier choix. Le sac de 50 kg d'engrais minéraux est subventionné à 14 000 francs, vous voyez, à 14 000 francs. Celui des engrais organiques à 3 000 francs, dont l'engrais organique va coûter 3 000 francs. Le kilogramme de semences de maïs hybride à 1 500 francs et celui du biostimulant Ovalis à 17 500 francs. Et il a appelé à renforcer la transformation locale, la commercialisation et l'intégration. Voilà. Et la commercialisation et l'intégration des chaînes de valeur pour le développement inclusif et durable. Voilà, tout est dit. Voilà le Conseil national de l'agriculture du Mali qui s'est réuni. Donc, comme vous voyez le mouvement au Niger, où le Niger, ils ont creusé partout, jusqu'à ils viennent déjà creuser ici là à Tilaberi, à côté de la frontière avec le Tchad. Hein, j'ai suivi, on fera la vidéo sur la sortie du général, le gouverneur de la région de Tilaberi, là, Mamadou Bagadouma, vous allez suivre. Donc, il faut que dans nos pays, progressivement aussi, on commence à travailler pour que cela se fasse. Et je pense que quand les pays de l'AES vont casser les codes, les fameux codes qu'on nous a apportés, c'est-à-dire que jusqu'au point où on était arrivé au Sénégal, on vous dit, oui, les Espagnols sont venus prendre les terres au Sénégal pour cultiver le pastèque. Comme si les Sénégalais ne pouvaient pas cultiver le pastèque. Mais la raison, c'est que on a créé un système où le Sénégalais n'a pas accès à la terre. Après, quand il n'a pas accès à la terre, on a encore créé notre système où non seulement il n'a pas accès à la terre, mais il n'a pas... Et Dieu du ciel.
Comment les gens peuvent faire ça à leurs frères? Il n'a pas assez à l'argent pour pouvoir exploiter, il n'a pas assez à l'équipement. Et l'Espagnol qui a accès à tout ça avec la politique agricole commune en Europe, la PAC, il transporte tout ça pour venir au Sénégalais. Et le Sénégalais, sa propre terre, il devient un esclave. Heureusement que les Sonko sont venus stopper ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le Mali va relancer son agriculture. C'est une actualité que nous allons suivre à chaque fois qu'il y aura des développements. Donc, parce que c'est après la tenue du conseil, ils veulent que la nouvelle campagne qui va démarrer là, ça va démarrer comme ça. Nous allons suivre, nous allons faire des analyses, nous allons aussi faire des suggestions. Mais je pense qu'il y a déjà un benchmark qui est établi dans là où est-ce que personne ne peut plus discuter. C'est le Burkina Faso aujourd'hui. La remise du matériel. Je pense que ça n'est pas, le Mali n'est pas moins. Hein, le Mali peut faire la même chose. Mettre gratuitement du matériel à la disposition des coopératives de production. Les engrais, les phytosanitaires, l'alimentation pour l'élevage, etc., etc. Et commencer à développer. Parce que, Général Assimi Goïta, Général Ibrahim Maïga, si vous avez 80% de votre population active qui est dans l'agriculture, si vous arrivez à subventionner l'agriculture et augmenter les gains et engranger les gains de productivité, donc, ça va booster, ça va multiplier par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 la production agricole. Et ça va du coup permettre un éclatement. La population dans l'agriculture ne sera plus de 80% parce que beaucoup vont partir vers l'agro-industrie, vers la transformation. Hein, quand Sédou Keïta, il y a des gens qui travaillent peut-être dans les usines de Sédou Keïta, qui travaillent dans la culture du karité. Mais aujourd'hui, comme il a fait l'usine, les gens viennent travailler dans l'usine pour non seulement faire la culture du karité, mais faire la transformation pour sortir l'huile, les tourteaux pour nourrir les animaux, etc. et beaucoup d'autres produits. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je m'arrête ici là. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne et agréable semaine. Mettez un like sur la vidéo, partagez-la sur vos murs, abonnez-vous sur notre chaîne, invitez vos amis à s'abonner et surtout restez scotchés parce que le meilleur ici est à venir. Bye.